Le Cercle RH, à l'occasion de cette journée internationale aux droits des femmes, on s'intéresse évidemment aux femmes et tout particulièrement aux femmes dans l'entreprise, leur place, leur évolution de carrière, le plafond de verre, l'accès à des métiers comme la tech, à des écoles d'ingénieurs plutôt destinées aujourd'hui encore trop aux hommes. Comment elles évoluent, comment elles avancent et comment cette égalité femmes-hommes se conquiert aussi grâce à des quotas. Oui, le mot est jeté. La loi Rixain, ce débat avait fait couler beaucoup d'encre et effectivement, on voit quand même l'intérêt d'imposer par la loi des quotas, qui est un mot qui nous fait peur ici en France. Chloé Sebag, merci d'être avec nous, porte-parole de Diversity Days. Vous êtes déjà venu plusieurs fois sur notre plateau pour parler de Diversity Days. Juste d'un mot, Diversity Days, si on devait le pitcher, c'est quoi vos enjeux autour de cette question ? Alors Diversity Day, c'est une association nationale d'égalité des chances et on travaille sur les diversités avec un grand S, c'est-à-dire qu'on va regarder effectivement le genre, mais on va aussi aller regarder tout un tas d'autres critères, l'origine sociale, l'origine ethnique, on va regarder l'orientation sexuelle, le handicap. En fait, on va croiser aussi tout ça pour proposer un accompagnement qui est le plus adapté possible et permettre à un maximum de personnes de trouver les bonnes opportunités. C'est clair. Sylvia Bravard est avec nous. Alors, ce mot, évidemment, évoque le GIGN, le RAID. Vous êtes négociatrice, mais ni au RAID ni au GIGN, négociatrice professionnelle chez ADN Group, auteur de ce livre coécrit avec Karine Raguin, Réveiller la négociatrice qui est en vous, ESF éditeur. Osez négocier votre carrière, votre salaire, les désaccords. Donc vous accompagnez, on y reviendra, ces femmes qui souvent sont celles qui osent le moins dans le bureau du DRH. Bonne élève, on fait tout bien, et puis au final, on n'ose pas réclamer son dû et l'augmentation de salaire qui va avec. On va en parler avec vous. Et puis Mounia Kalaoui, bonjour, ravi de vous accueillir sur le plateau. Vous êtes la fondatrice de l'agence Moumoun. Agence Moumoun, elle fait quoi? D'abord, le nom est disruptif, donc c'est une volonté, j'imagine, marketing. Qu'est-ce que vous y faites chez Moumoun? Alors Moumoun, je l'ai fondé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est plutôt mignon. C'est drôle. C'est drôle et ça marque. Clairement. De s'en souvenir. Donc l'agence Moumoun, c'est une agence de mannequins, la première agence de mannequins inclusive. On a fait le choix de mettre en avant les sous-représentés. Je vous vois sourire, mais l'idée, c'est vraiment de mettre en avant des hommes, des femmes, des personnes qui ne se représentent ni dans ces genres-là, de mettre aussi en avant des personnes en situation de handicap, de valoriser toutes les différences. Et c'est tout l'enjeu et l'ambition de l'agence Moumoun. Et de donner un autre regard de notre société. Exactement. On est dans une société qui évolue, qui change, et c'est pour accompagner ce changement-là, justement. Juste un mot chacune, parce que vous êtes des femmes inspirantes d'une certaine manière, et si vous êtes là, c'est que vous portez des combats et des idées. Ça a été compliqué pour vous de devenir entrepreneuse et de porter le sujet que vous portez aujourd'hui. Est-ce que le chemin a été compliqué, ou vous dites non, pour moi, ça a été tout à fait simple, et la société m'a permis d'accéder à ce que je suis aujourd'hui? Déjà, d'être une femme dans le monde professionnel, c'est déjà un enjeu en soi, notamment quand on s'arrête pour élever des enfants et de reprendre par la suite une activité. Donc c'était pour ne pas subir C'est une esquive en fait, l'entrepreneuriat. C'était de me créer mes opportunités. Donc c'était ma solution échappatoire et de ne pas être dans une attente d'opportunités, de me créer moi-même mes opportunités. Pour éviter de subir cette espèce de chape très lourde de la structure de l'entreprise. De m'éviter ces injonctions de la société. C'est ça. Complètement. Sylvia, je vous pose la même question, mais d'une manière indirecte, ADN Group, l'accompagnement que vous faites, le sociotype des femmes que vous rencontrez, c'est quoi? Si on devait en brosser un portrait, c'est quel type de personnalité et qui va venir faire écho au débat qu'on va avoir? Alors, la négo est partout, en fait. Vous avez évoqué le RAID ou le GIGN. La négo est partout. On négocie tout le temps. Donc, ça nous arrive de faire des tours de table où les gens nous disent « mais moi, je négocie jamais ». Mais en fait, si, tout le temps. Donc, que ce soit dans son entreprise, des budgets, des délais, avec son conjoint, avec ses amis, avec ses enfants, n'en parlons pas. Et donc... n'en parlons pas. N'en parlons pas. Ça commence là, la négo, avec les enfants. La négo commence là. Ils sont très forts pour une raison aussi, c'est qu'ils osent. Voilà, et donc c'est pour ça que, notamment sur des modules qu'on fait qui sont destinés aux femmes, on est vraiment sur oser négocier, parce qu'effectivement, pour les femmes, c'est pas forcément naturel. Il y a une culture qui traîne un peu sur la femme et la négociation qui sont pas évidentes, et donc c'est pour ça qu'on essaye de leur donner des clés. Juste un mot, et je donne la parole à Chloé, mais les femmes ont peur de négocier, une sorte d'angoisse, d'inquiétude, d'illégitimité, syndrome de l'imposteur, souvent face à des hommes par ailleurs.
Non, mais cette question, elle est posée aussi. Oui, exactement. Et c'est pour ça que même entre femmes, des fois, c'est pas évident de rentrer en négociation, d'oser négocier. Elles ont l'impression qu'elles n'ont pas les compétences, mais c'est pas forcément vrai. Et vous voyez, quand on parle du syndrome de l'imposture, est-ce que c'est vraiment genré ? Je ne sais pas. Par exemple, il y a des hommes, des fois, en formation, qui nous disent, je vais vous dire un truc horrible, en fait, j'ai le syndrome de l'imposteur, je sais que normalement, c'est féminin. En fait, non. Est-ce que c'est pas qu'on a accepté que les femmes en parlent, donc du coup, elles en parlent, donc c'est féminin. Mais est-ce que finalement, on n'a pas tous ce syndrome-là ? Et c'est juste qu'il est plus toléré sur les femmes. Et d'ailleurs, certaines études montrent qu'elles le vivent mieux, puisque justement, c'est toléré qu'une femme ait ce syndrome-là. Chloé, juste pour faire le pont avec Mounia Kalaoui qui a pris en main son destin et qui a dit après tout, je vais me créer mes opportunités. Ces jeunes femmes dont vous dites que vous croisez plusieurs critères, ce n'est pas le critère que des femmes, c'est aussi ces jeunes femmes issues des quartiers et qui finalement accumulent un certain nombre de handicaps. Elles sont aussi victimes de cette peur d'oser. Effectivement, en fait, il y a cette peur d'oser, mais au-delà de ça, il y a une question de code. C'est-à-dire qu'en fait, on n'entreprend pas de la même manière quand on vient de quartier prioritaire de l'asile ou de zone rurale. Ça ne veut pas dire qu'on entreprend moins bien, mais ça veut surtout dire qu'en fait, on n'a pas tout de suite les bons codes, on n'a pas tout de suite le bon réseau, on n'a pas tout de suite la bonne possibilité d'être mis en visibilité. Et donc, en fait, effectivement, oui, ça se cumule. Et c'est des expériences vécues qui font que on doit proposer une réponse à chaque fois un petit peu adaptée. Et vous, parce que je ne l'ai pas posé à Sylvia, mais la question va lui arriver, vous votre parcours de femme pour arriver là où vous êtes aujourd'hui sur un plateau de télévision, à porter Diversity Days, à vous engager, ça a été compliqué, vous avez senti des freins, vous avez vous-même été victime de sentiments d'illégitimité? Alors, un sentiment d'illégitimité, ça peut arriver. Le syndrome de l'imposteur, je pense que c'est quelque chose qu'on connaît tous et toutes finalement. Dans ma trajectoire à moi, je ne dirais pas qu'en tant que femme, j'ai été particulièrement discriminée, c'est-à-dire que je fais des études en sciences sociales, par exemple, donc c'est des secteurs où il y a quand même beaucoup de femmes. Oui. Par contre, dans le vécu, c'est-à-dire au quotidien des femmes que je rencontre, et notamment celles qu'on accompagne, je me rends bien compte qu'il y a quand même un gros sujet. Alors, il y a un chiffre qui est sorti, on voulait vous le soumettre parce qu'il est intéressant, d'ailleurs il sort d'une manière opportune, sorti de l'INSEE, donc qui est une référence d'État, 4% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes à profession égale, évidemment, à poste égal, et c'est un chiffre qui tend à se réduire, mais il reste toujours 28,5% d'écart salarial femmes-hommes, évidemment, lorsqu'on prend le spectre global du monde du travail. Ça vous surprend? Ça vous étonne? Non, ça ne m'étonne pas. Donc moi, j'étais responsable commerciale auparavant et les sujets des salaires, par exemple, sont très tabous. Vous l'avez vécu, vous, la négo? Complètement. Et la négociation se joue aussi bien avec un responsable homme qu'avec un responsable femme, et les enjeux sont les mêmes. Donc c'est vrai que quand on a une méconnaissance déjà dans son propre cercle des salaires qui sont pratiqués, c'est toujours très difficile de négocier. Attendez, vous nous dites que parfois on entend le salaire du collègue homme, on est d'accord, et vous dites, mais attendez, mais je fais la même chose que lui, voire plus, et il a 15 ou 16%, c'est ça que vous découvrez dans la boîte? On ne le découvre pas, c'est-à-dire qu'on le sait, mais c'est une omerta de pouvoir le dire. D'accord, et juste, pour aller un tout petit peu loin, parce que ça fait écho à Sylvia, est-ce que vous ne sentiez pas en capacité de dire à votre manager, écoute, Gilles, il a tant, et moi j'ai tant, pourquoi? C'est trop compliqué ça à dire? C'est compliqué, notamment quand le manager en face est une femme et qui elle-même subit exactement la même pression auprès de sa direction. Donc il n'y a pas de plafond, c'est-à-dire que si les négociations ne sont pas ouvertes et ouvertes dans le débat, c'est toujours compliqué. Enfin, peu importe à qui on parle, il faut vraiment qu'il y ait une liberté d'expression et de se dire, voilà, les grilles sont communiquées et on a les cartes pour pouvoir jouer. C'est compliqué quand on ne les a pas. Juste ce chiffre, 39% des femmes actives souhaitent trouver un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Donc là, on arrive à un autre sujet qui est posé aux femmes, une sorte d'injonction à devenir comme les hommes, à faire la même chose. Sauf que les femmes disent, mais attendez, mais j'ai aussi une vie de maman, j'ai aussi ma vie à moi, j'ai aussi mes grossesses, tous ces sujets-là. Vous voyez, espèce de rapport un peu inversé. Égalité femmes-hommes, ça ne veut pas dire que les femmes doivent faire la même chose que les hommes. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien. Oui, mais c'est pour ça que c'est difficile pour elles de négocier le salaire, parce qu'il y a tout un tas de biais cognitifs aussi. L'argent, les femmes, ça ne fait pas toujours bon ménage dans notre inconscient collectif. Ça pose la question de combien je vaux. Donc si on se pose cette question-là, ça va être très dur de négocier son salaire, parce qu'on se dit peut-être pas autant que l'autre. Ça, c'est une question flippante quand même. Oui, voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas partir là-dessus. Et sur les négociations, notamment d'équilibre vie pro, vie perso, ça ne concerne évidemment pas que les femmes. D'ailleurs, les nouvelles générations, sans faire de généralité,
représentée, quand même, l'intègre très vite sur cet équilibre-là. En fait, il faut, en négociation, la clé, c'est déjà de bien préparer, et c'est de préparer ce qui n'est pas négociable pour soi. Et des fois, les femmes ont un peu moins de mal avec ça. Donc elles se sacrifient. Elles ont la résilience qui est aussi dans l'inconscient collectif, qui fait qu'elles vont dire... Il faudrait vraiment que j'ai un vendredi par mois, pas forcément pour les enfants, ça peut être parce que je fais du sport de haut niveau, j'ai de la compétition. Et ça, c'est pas négociable. Il faudrait qu'elle commence par ça en disant, voilà, en tout cas, pour rentrer chez vous, je ne suis pas prête à sacrifier ça. Mais elles vont pas oser le dire, elles vont quand même rentrer en égo, puis il va y avoir une offre, elles vont accepter, et elles pourront pas poser un vendredi, et au final, elles ne resteront pas dans cette entreprise. Alors, il faut commencer par qu'est-ce que je ne souhaite pas négocier. Et des fois, elles ont un peu de mal. Donc ça, c'est à vous de les accompagner en disant, il y a des piliers sur lesquels on ne transige pas. Et donc, il faut verbaliser, on est d'accord, puisque l'on est en train de... Ouais, exactement, ce qui n'est pas négociable pour soi, c'est le début, parce que si ça n'est pas négociable, s'il n'y a pas d'accord là-dessus, c'est pas la peine de... Puis on met le doigt dedans, et puis ensuite, c'est le doigt, et puis c'est le bras, quoi. Oui, exactement. Donc, c'est puis ça, en plus, on perd confiance en soi en disant, je devais tenir ça, je ne l'ai pas tenu. Pourquoi maintenant je tiendrais bon sur la négo de mon salaire, sur et ensuite c'est l'effet domino, patatras. Voilà, on perd confiance. Ouais. Sur les tâches domestiques, c'est intéressant là, parce que c'est un autre sujet imbriqué à l'égalité femmes-hommes. 21% des mères ont cessé de travailler pour s'occuper des enfants durant le confinement en 2020. Donc elles se sont sacrifiées, et 12% des pères ont cessé de travailler pour s'occuper des enfants durant le confinement. Donc on voit un petit écart. Cette question-là, vous la traitez comment chez Diversides? Parce que ces enjeux de négo, c'est l'aboutissement. C'est quand on a réussi à rentrer dans le job, et qu'on a un manager, et qu'on a un emploi. Mais il y a aussi tout l'accès à l'emploi, la difficulté d'accéder au poste. C'est une de vos problématiques. C'est une de nos problématiques, effectivement. Après, nous, on s'intéresse moins au sujet vraiment de la vie personnelle, mis à part proposer, par exemple, dans le cadre des accompagnements qu'on a, le fait d'avoir des horaires qui soient justement aménagés pour éviter que ça tombe le moment important quand il faut aller chercher les enfants, etc. Donc, on accommode les horaires au maximum. Ça, c'est ce qu'on peut faire, nous. Mais au-delà de ça, il y a aussi un sujet qui ne concerne pas l'équilibre à la maison. C'est aussi celui des différences d'appétence, par exemple, pour les métiers du numérique. Exact. C'est un sujet qui est hyper important. J'étais encore hier à l'inauguration d'une formation qu'on a décidé de créer avec Soprasteria et l'EFRAY, donc sur le fait de devenir développeur ou développeuse. Et en fait, on se rend compte que quand on propose des choses adaptées, les femmes y vont. Et la différence d'appétence, elle est criante aujourd'hui. On a un observatoire qu'on édite chaque année avec Pôle emploi. Et l'année dernière, on voyait une différence d'appétence criante. 77% des hommes qui recherchent un emploi dans le numérique, 23% des femmes. Alors même que ces métiers du numérique, ils peuvent être parfois plus adaptables. C'est plus facile de les faire en étant en télétravail. C'est plus accommodable. Et donc, ça peut s'accommoder aussi de charges qui pèsent encore, malheureusement, trop sur les femmes, et que sont la vie familiale, les tâches ménagères. On espère que ça change. Mais en attendant, il faut aussi pouvoir trouver des jobs épanouissants. À travers finalement Moumoun, ça m'a amené, le pont est complexe, mais à la loi Rixain et aux quotas, vous avez fait le choix, non pas des quotas, mais de donner une visibilité à ceux qui étaient des invisibles, parce que c'est ça votre idée. C'est d'être la vitrine des sous-représentés. L'idée, c'est de dire qu'on est dans une société en pleine mutation, et qu'aujourd'hui, les publicitaires cherchent à valoriser certains profils, mais que ces profils-là s'autocensurent. C'est-à-dire que moi, 80% des personnes qui viennent me voir me disent « mais je ne pensais pas être la cible ». Donc leur dire que ça existe, au contraire, ce sont aujourd'hui on a besoin d'avoir une représentation diversifiée, eh bien elles osent. Et de me dire que j'arrive à rassembler des personnes qui osent, ça me rend heureuse, ça me rend fière. Parce que vous réussissez à les convaincre, je m'autorise, parce qu'il y a quand même un travail d'explication. C'est possible, exactement. C'est pas si simple, elles ne poussent pas la porte en s'asseyant. Il faut aussi mettre des mots, un peu comme on accompagne les gens dans la négo. Pas du tout. Et puis, il m'arrive aussi parfois de m'arrêter dans la rue et d'arrêter une personne, lui dire voilà, excusez-moi, je vous trouve magnifique. Casting sauvage, quoi. Complètement. Ouais. C'est ça. Et j'adore ça. Ouais, comme ça s'est fait dans le cinéma un temps, et qui se fait encore d'ailleurs. Sylvia, oui, la loi Rixain, vous y souscrivez? Parce que j'ai le sentiment que le quota était le mot qui faisait le plus peur aux Français. Mais quand on parle de la loi Rixain, qui est des quotas, tout le monde dit bravo, c'est génial. On ne comprend pas. Ça a marché. En fait, c'est comme disait Christine Lagarde, en fait, elle ne croit pas aux quotas, sauf que si on ne les met pas en place, rien n'avancera. Donc, c'est un peu ça l'idée. Exactement. Et je trouve hyper intéressant ce que tu disais, justement, sur le fait d'avoir des rôles modèles chez ADN sur la négo. On a créé une fondation qui s'appelle ADN Women. Et l'idée, c'est de montrer des parcours de femmes. Donc, elles viennent témoigner tous les 2 mois sous forme de webinaire. Et puis après, en podcast. C'est gratuit. Et on est là pour donner aux femmes des outils pour mieux négocier
leur carrière, leur vie perso, leur salaire. Avec des femmes inspirantes, ouais. Exactement, et c'est des femmes qui partagent leurs expériences de négo, qu'elles ont vraiment réussi ou complètement raté. Et rien que ça fait du bien. On a à chaque fois des centaines et des centaines de commentaires de dire mais merci d'avoir dit ça, d'avoir osé le dire. Voilà. Et ce côté rôle modèle, il est hyper important pour montrer la vraie diversité de la femme et l'oser négocier. Loi Rixain, tout le monde dit sur ce plateau bravo parce qu'effectivement ça intègre des femmes dans des comex avec des règles très claires et ça progresse. D'ailleurs on voit les chiffres. Qu'est-ce qui reste à faire comme chemin pour les femmes, au-delà de réduire les salaires et de par les chiffres? L'égalité salariale. Ça, pour vous, c'est la base. Pour nous, pour moi, c'est la base parce que j'estime en fait que ça participe aussi de l'estime de soi, de la valorisation du travail au féminin, que d'avoir une rémunération égale. Enfin, c'est ce qu'il y a de juste. Au-delà de ça, effectivement, la question des responsabilités au sein des entreprises. Il y a eu la loi Copé-Zimmermann qui avait commencé avec les conseils d'administration. Maintenant, il y a eu la loi Rixain et il faut aller encore plus loin. Il y a eu la révélation là il y a quelques jours du classement Next 40 French Tech 120. Exact. Super, 14 femmes entrepreneurs fondatrices ou dirigeantes de ces entreprises, ça reste encore peu finalement. Et on a 3 dans le CAC 2 dans le CAC 40. 2 dans le CAC. Après, ça fluctue parfois, mais oui. Ça bouge un peu, je crois que c'est 2 dans le CAC. Ça reste encore assez faible. Vous, en tant qu'entrepreneuse, vous dites je ne reviendrai plus en arrière, je ne repartirai plus dans l'entreprise privée. J'ai trouvé ma place. Je veux dire par là, c'est pour vous amener à dire que quand on entreprend, on y trouve aussi son équilibre et qu'il faut oser le faire. Oui, tous les chemins sont difficiles de toutes les manières. Et moi, j'ai trouvé mon équilibre professionnel et personnel en me créant mes opportunités, comme je disais tout à l'heure. Donc moi, si j'ai vraiment un message à transmettre à toutes ces femmes ou à toutes ces personnes qui souhaitent se lancer, c'est que oui, il faut oser s'offrir des chemins de vie qui sont différents et s'offrir la possibilité d'éventuellement réussir et au pire d'avoir essayé. Ça sera le mot de la fin. Essayez, osez aussi, parce que ces journées aussi permettent de donner la parole à des femmes inspirantes. Vous êtes des femmes inspirantes, évidemment, qui accompagnez, donnez confiance à d'autres et tendez la main, parce que c'était un peu aussi l'objet de cette émission. Merci à vous trois, mesdames. Merci à Sylvia Brava, Réveillez la négociatrice qui est en vous. Ça, c'est votre livre. Merci Chloé Sebag, porte-parole de Diversity Days, qui accompagne tous ces sujets, les femmes et pas seulement, la différence et la diversité. Et merci à Mounia Kalaoui d'avoir osé faire le grand saut et de devenir entrepreneur et créer Moumoun. L'agence Moumoun. N'hésitez pas à aller voir notre site internet. Et c'est vrai, oui, absolument, parce qu'il y a effectivement, on retient le nom de votre agence. Eh bien, écoutez... Tant mieux. Eh oui, tant mieux. C'est le but. C'est le but. Merci à vous trois. On reste sur le sujet dans Fenêtre sur l'emploi. On va accueillir Julien Breuil et on va s'intéresser justement à cette relation des femmes au sein des entreprises et à leur rémunération, parce que c'est un des sujets centraux de ce rapport égalité femmes-hommes. C'est tout de suite, c'est Fenêtre sur l'emploi.